Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir pour c'est notre quatrième session d'échange consacrée à l'intégration des solutions FinTech dans l'accompagnement des entrepreneurs. Donc, je m'appelle Eva Rouhani et je suis accompagnée de ma collègue Emma Akplonou et nous serons vos modératrices pour la session d'aujourd'hui. La session va durer environ 90 minutes. Nous commencerons par des courtes interventions ou des courtes présentations par les intervenantes. Puis nous passerons en des petits groupes de discussion pour un échange entre pairs. Nous reviendrons ensuite en plénière pour partager les principaux points et conclure ensemble. Vraiment, notre objectif, c'est que cette session soit une session interactive. Donc, nous encourageons chacun de vous à contribuer, que ce soit en partageant votre expérience, en posant des questions ou seulement en réfléchissant à ce qui résonne avec votre contexte. Vous voyons dans le chat que nous sommes d'un peu partout. Nous sommes de Togo, au Bénin, au Sénégal. Donc, soyez la bienvenue. Donc, cette session s'inscrit dans la cadre de la série d'échanges d'apprentissage de l'initiative IBACID. Et je suis très heureuse de passer la parole à Caroline Guidman, spécialiste du partage de connaissances chez Expertise France, pour ouvrir officiellement la session et nous en dirige davantage sur l'initiative d'IBACID. Merci, Caroline. Merci, bonjour à tous. Oui, donc avant tout, je souhaitais vous souhaiter la bienvenue au nom de toute l'équipe du programme IBACID. C'est un grand projet avec des équipes dans 5 pays. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau format qu'on teste avec cet échange entre pairs. On l'a déjà testé avec les pays anglophones et là, donc on le fait avec les pays les pays francophones. Et j'espère vraiment que, comme le disait Léva, voilà, ça permettra d'avoir une discussion enrichissante et ouverte, honnête sur les partenariats entre SAE et entreprises FinTech. Avant de plonger dans le vif du sujet, peut-être juste un tout petit rappel sur le programme IBACID et les échanges thématiques que nous organisons entre les pays. Alors, je pense que la plupart d'entre vous connaissent le programme IBACID. C'est un programme qui est financé par l'Union européenne et les gouvernements français, allemands et slovaques. Il est mis en œuvre par 5 agences des États membres, donc différentes agences en fonction des pays. Il y a Expertise France, Enabel pour la Belgique, la GIZ pour l'Allemagne, SIDC pour la Slovaquie et SNV pour les Pays-Bas. IBACID, c'est un programme qui a été lancé dans le cadre de l'initiative européenne IBA, dont l'objectif est de soutenir les startups et les jeunes entrepreneurs en Afrique. On travaille à renforcer les écosystèmes entrepreneuriaux et plus particulièrement les écosystèmes de 5 pays. Donc, on a les pays francophones que vous représentez aujourd'hui, le Bénin, le Sénégal, le Togo, mais également, comme je le disais, 2 pays anglophones, le Kenya et l'Afrique du Sud. Et à chaque fois, on a des équipes et un plan d'action dédié pour ces pays. En plus des activités nationales qui sont proposées dans chaque pays, on organise également des activités internationales qui peuvent inclure d'autres pays et ça nous permet d'assurer une cohérence régionale entre les activités des différents pays et de continuer à promouvoir un plus grand partage des connaissances au niveau international. C'est dans cette optique qu'on a proposé toute une série d'échanges, donc des webinaires, des formations, des échanges entre pairs, qui sont principalement en ligne et gratuits. Aujourd'hui, comme le disait Léva, c'est le 4e échange qu'on organise, donc 4e échange de notre série sur la technologie et l'innovation. Mais on aura ensuite d'autres thématiques qu'on abordera en fonction des intérêts que les participants auront pu formuler. Dernier petit point, à la fin de chaque échange, il y a un résumé des échanges et ainsi que d'autres ressources qui sont rendues disponibles, qui sont proposées sur notre plateforme ibacid.eu.
crois qu'Eva va vous mettre le lien URL dans le chat. Et voilà, ça nous permet là encore de contribuer à faciliter l'accès à l'information sur le développement des écosystèmes entrepreneuriaux au plus grand nombre. Je vais m'arrêter là et Léva, je te passe la main ainsi qu'à nos intervenants. Merci Caroline. Donc, comme on a mentionné aujourd'hui, c'est un espace pour partager, pour poser des questions et apprendre ensemble. Partout en Afrique, les fintechs, les plateformes numériques transforment le fonctionnement des petites entreprises, des outils de paiement, des applications de comptabilité, jusqu'à des plateformes de crédit mobile. Ces solutions sont partout. Pourtant, du côté des structures d'appui d'entrepreneuriat, l'adoption reste inégale. C'est ce décalage qui nous intéresse aujourd'hui. Si les outils existent et ces solutions fintech existent et que de nombreuses entreprises les utilisent déjà, pourquoi ne sont-ils pas intégrés plus directement dans ces programmes d'accompagnement? Quelle hésitation existe? Quel obstacle existe? Et quelles opportunités risquons-nous de manquer? Donc, notre objectif pour les prochaines 90 minutes est de faire émerger des idées concrètes et des exemples réels, là où des collaborations fonctionnaient et ce qui les a rendus possibles, ce qui freine des partenariats plus solides et ce à quoi pourrait rassembler une approche gagnant-gagnant entre les solutions fintech et les structures d'appui. C'est un échange entre pairs, donc nous vous invitons à être authentiques, à partager ce qui a marché dans votre contexte quand nous sommes dans les groupes de discussion, mais aussi ce qui a été difficile ou n'a pas fonctionné. C'est là qui réside vraiment l'apprentissage réel. Donc, sans hésitation, je passe la parole à notre première intervenante, Cyrano Kodjia. Cyrano est un ingénieur béninois résidant au Togo depuis plus de 8 ans, passionné par l'intelligence artificielle, le big data et la cybersécurité. Cyrano est responsable du programme Startup Studio d'Africa Coworkers, un hub d'innovation et d'accompagnement entrepreneurial où il accompagne et forme les porteurs de projets de l'idéation jusqu'à la mise sur le marché en passant par le prototype, le MVP. Il a également pour mission de développer avec son équipe des solutions numériques innovantes pour répondre aux besoins et défis des entrepreneurs, comme le Test a Secret, eConnex et Zakabox, qui visent à renforcer la sécurité, la durabilité et l'accès au financement des startups africains. Je vous donne la parole, Cyrano. Bonsoir à tous. Merci Madame Leva pour la parole. Euh, Moi, c'est Cyrano Kodja. Euh, bon, je vais commencer immédiatement. Le profil des entrepreneurs que nous accompagnons aujourd'hui, c'est plus les porteurs de projets entre 18 et puis 35 ans. Pour les secteurs que nous visons aujourd'hui, nous visons les secteurs dans les services l'e-commerce, l'editech, l'agritech, l'artisanat, et puis les transformations aussi, ceux qui font le chocolat, les yaourts et puis tout ça. Pour les accompagnements, nous accompagnons les entrepreneurs depuis l'idéation jusqu'au MVP. Et ensuite, on les aide à mettre le MVP sur le marché. Mais ensuite aussi, nous sommes ouverts euh, à toute proposition. Ça veut dire que si le projet nous intéresse, et qu'on voit que ça peut apporter un plus à l'entreprise et bien à l'écosystème aussi, nous essayons d'accompagner cet entrepreneur. Slide suivant. Pour l'obstacle à l'accès au financement, ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a un manque de confiance mutuelle entre les startups et les investisseurs. C'est-à-dire, lorsque on accompagne un entrepreneur aujourd'hui et qu'il a besoin de financement, lorsqu'on arrive chez un investisseur, l'investisseur dit qu'il n'est pas encore, surtout à l'étape idée, vu que c'est juste l'idée qu'on vient vendre, c'est juste un rêve qu'on vend actuellement, il dit qu'il veut du factuel. Donc, pour les accompagnements à ce niveau, c'est un peu difficile. Euh,
L'absence de données financières structurées aussi, c'est dans le même sens. Vu que, par exemple, au Togo ici, c'est difficilement que les startups arrivent à sauvegarder les fiches de notes, tout ce qu'ils ont dépensé. Lorsqu'ils demandent, par exemple, qu'ils ont besoin de 2 millions pour développer la startup, lorsqu'on les remet, ils n'arrivent pas à fournir après les preuves qu'ils dépensent les 2 millions, ils ont acheté telle chose, ils ont acheté telle chose à la fin. Donc ça aussi, c'est l'un de nos problèmes. On a aussi la faible culture de transparence. Et là, c'est un acquis. Lorsqu'on donne de l'argent, ensuite, la personne, on cherche la personne, il n'est plus disponible pendant un moment parce que, en temps, c'est lui qui a encaissé le chèque. Donc, vous appelez l'entrepreneur, vous dites qu'il est occupé au travail et puis tout ça. Et puis, le décalage entre les outils existants et les besoins réels des jeunes entreprises. Bon, ça, c'est généralement lorsque on accompagne un entrepreneur qui doit aller à la banque pour faire un prêt, par exemple. Lorsqu'il arrive là-bas, on lui demande déjà qu'après les 6 premiers mois, on lui demande de rembourser. Et ça, c'est un peu difficile pour pour les nouveaux startups qui se lancent. Slide suivant. Bon, à Africa Caucus, nous avons un startup studio dont je suis le responsable où généralement, lorsque nous accompagnons des entrepreneurs, nous essayons de voir quels sont leurs problèmes et quelles sont les solutions que nous-mêmes nous pouvons apporter en interne. Donc, chez nos entrepreneurs que nous accompagnons, généralement, on a souvent l'habitude de les faire, on fait passer des formulaires qui remplissent souvent. Ils nous disent les étapes où ils trouvent que ça ne marche pas, leurs problèmes, et puis on essaie de trouver une solution. Donc, c'est dans cette optique que nous avons développé la plateforme eConnect. La plateforme eConnect, ça permet de mettre en relation les startups et les investisseurs financiers, techniques et intellectuels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur eConnect, c'est pas de l'argent seulement on demande. Je peux être jeune porteur de projet aujourd'hui. Je ne suis pas informaticien, mais ma plateforme demande un appui sur le plan informatique. Donc, s'il a quelqu'un qui peut apporter cet appui, il va sur la plateforme eConnect, il dit, ah, OK, aujourd'hui, je peux apporter mon appui, je peux développer tout un système, un site web, une application pour n'importe qui, sauf que je veux peut-être 10% de la startup. Ou bien je veux un 5% de la startup. Il y a des entreprises, les grandes entreprises qui amorcent souvent leurs articles, leurs PC et puis tout ça. Donc, à la fin aussi, eux aussi peuvent venir sur le site, ils peuvent dire que, OK, j'ai 5 PC, je suis prêt à accompagner une startup dans la tech qui vient dans l'agriculture avec ça, avec des drones, et je suis prêt à prendre peut-être 15 à 10% de la startup. Ce n'est pas des pourcentages définis, c'est à la personne de prédéfinir lui-même ces pourcentages. Pour Zaka Boss, c'est un peu du crowdfunding social. Mais sauf que lorsque tu payes une part d'une entreprise qui est start-up chez nous, on essaie d'avoir des collaborateurs aussi en interne. Donc, lorsque tu payes une part d'une start-up, nous, on te rembourse les points par PTV. PTV, c'est une solution qu'on a développée où vous pouvez avoir des points pour avoir des services chez nous, à Africa Quarkers. Donc, lorsque vous payez 5 000, vous pouvez venir prendre un truc de 5 000 francs chez nous, un service de 5 000 francs chez nous, gratuitement. C'est comme si on vous remboursait, mais avec des points chez nous. Et puis, testage secret. Bon, à l'étape idée, les gens n'aiment pas raconter leur, l'idée de leurs entreprises. Ils trouvent que c'est un secret, ne veut dire à personne. Mais on avait déjà eu à accompagner un entrepreneur où normalement on devait terminer avec lui, mais sauf que en cours de route, il a eu un accident. Donc ensuite, il n'était plus disponible. Ça a suivi, un décès s'est suivi. Donc son idée, on n'a même pas pu développer ça. Il a mis l'idée de base, mais c'était compliqué. Donc, tant que lui-même il n'est pas là aussi, personne ne peut plus prendre l'idée là. Donc, c'est pour ça qu'on a développé Testa Secret, qui va permettre aux entrepreneurs qui sont à l'étape idée, bien qui ont des petits secrets, de pouvoir matérialiser les secrets là sous forme informatique et transmettre ça à des bénéficiaires en cas d'absence. Donc, pour ça, on associe le physique et le numérique pour plus de sécurité. Slide suivant.
Le fintech et partenariat. Euh, la fintech est un point entre accompagnement et financement intelligent. Bon, je vais d'abord lire un peu et puis ensuite je vais vous expliquer. L'objectif, c'est digitaliser, sécuriser, simplifier le parcours entrepreneurial. Donc aujourd'hui, on est un peu à la recherche des partenaires dans la fintech pour permettre euh, aux startups et bien aux entrepreneurs de pouvoir bien suivre leur financement. Ça veut dire que si aujourd'hui ils reçoivent un financement, et bien un investisseur croit en eux et met de l'argent dans leur projet, l'entrepreneur ne touchera plus l'argent directement. Bon, c'est aujourd'hui ce à quoi nous pensons. L'argent, l'entrepreneur ne touchera plus directement de l'argent, mais il aura ça peut-être sur un compte, on lui dit le compte est bloqué. Donc, en fonction de son business plan, bien de la fiche technique qu'il a, lorsqu'il va présenter ça à un comptable dans la banque là, le comptable va lui dire, OK, pour ce truc-là, on va te débourser 200 000, ou soit en passant même par l'incubateur. L'incubateur accompagne pour ça. Euh, slide suivant. Bon, merci aussi pour la parole et puis je vais laisser la parole à Madame Leva pour continuer. Merci beaucoup. Merci, Cyrano. Ce que je retiens fortement de votre présentation, c'est que les obstacles au financement ne sont pas seulement financiers, ils sont liés à la confiance, à l'accès aux données structurées et à l'adéquation entre outils disponibles et besoins réels des jeunes entreprises. Vous avez aussi souligné que beaucoup des jeunes entrepreneurs n'ont pas encore des données financières organisées, ce qui rend l'adoption des solutions Mm. fintech à la fois difficile, mais pleine de potentiel. Donc, super intéressant. Et vous avez aussi également mis lumière sur le décalage entre les outils fintech existants et les besoins concrets des entrepreneurs en phase d'idéation ou de lancement. Ça, c'est ce qu'on a aussi vu dans l'autre échange de pairs. C'est que beaucoup des structures d'appui décident de créer leur propre solution fintech. Comme vous avez vu vous-même, vous avez mentionné les trois produits que vous avez parce que les solutions qui existent ne sont pas vraiment adaptables aux entrepreneurs que les structures sont en train de supporter. Donc, eux-mêmes, ils décident de créer leur propre solution fintech. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions brèves de l'audience pour Africa Coworkers. Comme j'ai mentionné, je suis ravie de présenter notre deuxième intervenante, Momar Diap, qui est un entrepreneur sénégalaise passionné par la technologie et l'innovation au service du développement. En tant que cofondateur et directeur général d'Afrique Digitale Native, il accompagne depuis 2016 les entreprises et institutions africaines dans leur transition vers des solutions technologiques innovantes. Sous sa direction, AntCorp a conçu et déployé des plateformes digitales, applications web et mobiles, ainsi que des chatbots orientés performance, visant à renforcer la prise de décision, la productivité et l'expérience client. Parallèlement, il préside Send Startup, une association qui regroupe les startups et PME du Sénégal autour d'un objectif commun. Stimuler l'innovation locale et favoriser la collaboration entre les acteurs publics et privés. À travers Send Startup, il œuvre à créer un cadre de dialogue, de réflexion et d'opportunité pour les entrepreneurs, tout en renforçant les liens entre les pouvoirs publics, les investisseurs et les startups. Merci beaucoup, Momar. Je vous donne la parole. Merci Léva, mais je pense qu'avec une présentation aussi complète, je peux ne pas parler, hein. Tout fait. C'est bouclé. On passe aux questions. Non, plus sérieusement. J'attends du coup d'avoir la présentation. Donc, je pense que je peux pas en dire plus en termes de présentation de profil. Donc, je suis d'abord entrepreneur dans le numérique depuis bientôt une dizaine d'années. Et également président de l'association STEM Startup. Je pense qu'il est intéressant de dire les deux parce que le côté entrepreneur, start-upper va pouvoir parler également de la partie solution technologique que j'ai eu à développer avec plus ou moins du succès, un succès en tout cas relatif. Il y a des, il y a du plus, il y a du moins. Si on passe à la slide d'après,
Donc, pour parler de cette startup, donc c'est une organisation, c'est une association privée qui a été créée par des startupeurs entrepreneurs pour faire le plaidoyer, avoir un cadre plus favorable. Et donc, j'en suis le président depuis 1 an et demi maintenant, avec pour mission de créer plus de valeur pour les startups et renforcer l'écosystème. Créer plus de valeur parce que une chose qui me semblait importante, quand je dis qui me semblait, c'est qui nous me semblait importante à moi et à l'équipe, c'est que l'association crée quand même de la valeur à travers du business, un cadre favorable et du training. Donc, qu'est-ce que demandent les startups? Et du coup, pour cela, ben, on a 3 volets, un volet financement et subventions. Donc, ce qu'on essaie d'apporter aux entrepreneurs, c'est une partie que j'appelle vulgairement des sous pour, excusez-moi, juste une seconde. Donc, 3 volets. Un volet financement, donc ce que j'appelle vulgairement les sous, financement et subventions. Qu'est-ce qui rentre dans la poche des entrepreneurs et qui leur permet de grandir? Parce qu'une bonne partie d'entre elles ont déjà des solutions et ce qui les fait grandir, on considère qu'en premier, ce sont les sous. Parce que tout le reste, si c'est là sans les sous, ça ne marche pas. Ça sert à rien. Il y a beaucoup de débats où on dit que la formation est plus importante. Mais d'expérience, maintenant, nous, on met les sous en avant. On explique, on peut débattre dessus et expliquer le pourquoi. Second point, c'est la partie environnement. Créer un cadre favorable, un cadre fiscal, légal, favorable, création d'entreprises facilitées, interaction avec le secteur public et le secteur privé facilité pour que ces startups puissent, si je prends l'exemple du Sénégal, euh, avoir accès au secteur public et pouvoir offrir des solutions, ce qui n'est pas évident pour chaque startup, mais avec l'institution qu'on représente, c'est une startup, donc on facilite cela et nous, on a cet accès-là. Et pour finir, le volet formation, avec 2 volets de formation. Un volet pour l'entrepreneur lui-même, former un bon entrepreneur qui sait créer et gérer une entreprise, et former également l'entreprise dans ses différents métiers, que ce soit des métiers de la tech ou d'autres métiers. Ça, c'est la slide suivante. Donc, en termes de secteur d'activité, on a différents clusters, on en a 7 en tout cas plus précisément, fintech, santé, agriculture, logistique, transport numérique, éducation et industrie culturelle et créative. Bon, ceux qu'on a mis en vert, vous aurez deviné, c'est l'IA qui les a mis en vert, mais c'est pas pour marquer une spécificité de ces secteurs. Elles sont toutes importantes, euh, avec des secteurs qui sont quand même un peu favorisés, priorisés par l'État, agriculture, santé et éducation. Mais elles sont toutes aussi importantes parce que même quand on dit ça, FinTech devient important parce que la FinTech est une solution de paiement dans tous ces secteurs-là et on a besoin de digitaliser, euh, formaliser donc tous ces secteurs. Donc, d'où aussi comment dire, la cohérence, la pertinence par rapport au sujet qui est abordé et qui est une solution FinTech. Là, c'est la slide suivante. Donc, les objectifs stratégiques qu'on a alignés avec ce dont je parlais comme service, financement et contrat, et les aider là-dessus. Écosystème de ligne, notre gros sujet, c'est, comment dire, avoir un décret d'application de la Startup Act pour créer les avantages fiscaux et un cadre d'investissement plus favorable pour les startups. Et le combat qui suivra juste après, ce sera faire accéder aux startups à la commande publique pour que les solutions des startups soient utilisées, même si on en a quelques-unes de startups qui commencent déjà à avoir des contrats d'État. Et dernier volet, en termes d'objectifs stratégiques, ce sont les formations. Allez dans la slide suivante pour illustrer ça en chiffres. Voilà, en chiffres, ça donne 100 startups financées. Je peux vous dire qu'on est loin du compte pour cette année. On espère au moins faire la moitié sur ce qui nous reste de l'année. 1300 startups formées, 3000 personnes qui bénéficient des formations. Quand on dit 3000 personnes, c'est que
On ne considère pas la startup, mais la startup et les individus qui sont autour et les gens qui ne sont même pas membres de cette startup qui peuvent en bénéficier. Et in fine, 1000 emplois créés pour avoir un impact direct dans l'économie. Slide suivante. Euh, Tout cela concourt à expliquer pourquoi rejoindre cette startup, hein. Un réseau d'influence pour aider à accéder à du financement et faciliter les relations avec le secteur public et privé. Opportunité de financement. On a parlé d'abord de la partie financement secteur public, secteur privé en termes de subventions, mais une chose qu'on fait beaucoup aussi, c'est la mise en relation entre les investisseurs de type VC et notre écosystème de startup. Donc ça, on le met dans la casquette opportunité de financement. Euh, pour finir, bah, les événements qu'on organise, qui sont parfois des événements ouverts, mais qui peuvent également être des événements uniquement réservés aux membres de Sem Startup. Donc voilà pour la présentation de Sem Startup. Et si on voit 2 slides plus loin, ça me permet de répondre aux questions de la slide suivante et encore suivante. D'accord. OK, bon, parfait, ça a été bien organisé. Donc, quel type d'entrepreneurs on accompagne? Majoritairement des startups. Startups technologiques, je vais les définir parce que la définition est variable en fonction des organisations et des personnes. Nous, aujourd'hui, on les définit comme les startups technologiques qui ont des solutions technologiques avec un potentiel d'hypercroissance. Et on met également là-dedans les entreprises de services numériques qui apportent des solutions technologiques et même si on pousse un peu plus loin, des entreprises qui sont un peu plus de type PME, mais qui s'appuient beaucoup sur la partie techno pour de l'hypercroissance. Un exemple qu'on aime bien citer, ce sont nos entreprises qui sont dans le secteur de la logistique et qui pourtant, l'année écoulée, font partie de celles qui ont fait le plus de levées auprès des VC. Beaucoup pourraient être tentés de dire, ah, mais non, ce ne sont pas des startups technologiques, mais elles s'appuient énormément sur la techno pour scaler, amplifier leur opération et être plus efficace. Mais on retrouve quand même dans cette startup d'autres entreprises qui sont un peu plus traditionnelles, pas forcément technologiques. On les rejette pas. Elles tirent bénéfice de certains programmes de formation et co. Mais l'essentiel de notre action est orienté vers les startups technologiques et vers les entreprises de services numériques. La slide suivante. OK. Obstacle majeur auquel les entrepreneurs font face pour accéder à du financement. Déjà, c'est comprendre quel type de financement, quel type de financement est disponible et quel type de financement est approprié pour la startup. Et c'est assez marrant et choquant pour moi que même des entrepreneurs d'un certain niveau de seniorité soient encore dans ces problèmes de compréhension-là, voire les banquiers. On définit les 3 types de financement. La subvention, et je parle de ce qui pour moi, enfin, ce qui pour moi, ce qui pour nous, est les sources de financement qu'un entrepreneur a au Sénégal. Je précise au Sénégal parce que je ne connais pas forcément les autres pays. La première source de financement en subvention, c'est l'État et les partenaires au développement qui peuvent donner de l'argent en subvention pour aider l'entreprise à croître. Au tout début, aller chercher de l'argent d'investisseurs de type VC et Business Angel au Sénégal, en Afrique, pour moi, c'est quand même tiré par les cheveux. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui le feront, mais c'est extrêmement rare. C'est des entrepreneurs chevronnés qui leveragent sur leur réseau ailleurs qui vont pouvoir le faire. Je dirais que 90% des entrepreneurs n'arrivent pas à lever à ce niveau-là. Même des serial entrepreneurs qu'on voit, nous, au sein de l'association, ont besoin quand même de certains track records pour pouvoir lever auprès de VC, même early stage, ou bien auprès de business angel. Donc, la première source de financement, c'est la subvention. La seconde, c'est la dette pour quelqu'un qui a du collatéral, une contrepartie. Et la troisième, c'est l'equity auprès des business angels. Donc déjà, le premier problème, c'est d'avoir cette compréhension-là de quel argent j'ai besoin en fonction de mon niveau de maturité et qui là qui peut me le donner.
Et est-ce que j'ai rempli les critères pour que la personne puisse me donner son argent? L'argent le plus simple est l'argent de l'État et des partenaires au développement. Les deux autres sont compliqués. La banque, il faut des contreparties. VC Business Angel, il faut des track records. Donc, premier obstacle pour moi, c'est cela. Ensuite, je rejoins mon prédécesseur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui parlait du fait de manquer d'informations pour accéder à du financement, que ce soit dette bancaire, business angel. Un premier obstacle, pour moi, c'est cela, accès au financement. Si on passe à l'étape d'après, euh, est-ce qu'on a déjà considéré l'intégration de solutions numériques, fintech, dans notre accompagnement? Non, en vérité, non. Euh, Tout simplement parce que euh, les fintech qu'on a vont directement vers les startups pour proposer leur accompagnement. Par contre, la manière qu'on on aurait d'intégrer cela, c'est plutôt de négocier comment on appelle ça, des tarifs, des perks pour nos startups, ou bien de faciliter l'adoption euh, à travers un partenaire au développement qui soutient une startup et on met la solution en face de nos startups. Et pour le moment, je considère qu'on ne l'a pas suffisamment poussé, en tout cas intégré dans notre accompagnement. Parce que si vous voyez, on n'a pas non plus pour le moment, des accompagnements de type accélération, incubation. Quand on les a, on les fait en partenariat avec d'autres organisations qui ont cette expérience-là, des expériences réussies. Et donc, les programmes qu'on a n'incluent pas forcément cela parce qu'on a deux types de programmes, l'idéation, incubation et accélération pour celles qui ont déjà levé. Passer à la slide suivante. Néanmoins, j'ai quand même un avis là-dessus sur le pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Bah, tiens, principaux freins à la collaboration entre SAE et FinTech. Bon, et là-dessus, je ne vais pas être politiquement correct, et pas mâcher mes mots. Vous m'excuserez si j'utilise des mots qui ne sont pas forcément adéquats. L'un des freins, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour moi le fait que la SAE peut voir ces solutions, encore le fait d'apporter des solutions comme une opportunité et vouloir le faire. Ce qui est une bonne chose. Mais dans ce cas-là, la SAE, pour moi, et je peux me tromper, euh, ignore le fait que créer une solution technologique, créer un produit technologique est extrêmement compliqué. C'est un métier à part entière et on n'a pas vu, en tout cas, je serais curieux de voir qui l'a fait, on n'a pas vu de société, de structure d'accompagnement qui ont réussi à faire accompagnement et créer une solution en même temps. Ce n'est pas pour rien que les startups galèrent à créer des produits qui marchent et finissent par mourir pour la majeure partie d'entre elles. Donc, si on parle de pure solution technologique de type solution de mobile money euh, populaire, c'est ça que j'appelle une solution, pas une solution qui a 20 utilisateurs, ce qui est mon cas dans certains de mes produits. Si on parle d'une solution qui a pignon sur rue, pour moi, c'est un travail à part entière. Donc, un des freins, c'est le fait que les SAE veuillent le faire elles-mêmes alors que ce n'est pas leur métier. Le second frein, cette fois-ci, je vais m'adresser aux startups, c'est que les startups qui viennent pour apporter ces solutions-là, il y en a deux. Il y a des startups qui sont matures, euh, le type Wave, qui est-ce qu'on a d'autres au Sénégal? Euh, les noms vont me revenir. Et on a des startups qui sont un peu moins matures, qui vont plus moins matures. Celles qui sont matures, les startups ne sont pas forcément une bonne cible pour elles, dans le sens où le cycle de vente peut être long. Alors, elles n'ont pas forcément d'argent pour payer tout de suite. Néanmoins, le besoin est là. Celles qui sont moins matures euh, n'ont pas encore tout ce qu'il faut pour servir un client. Elles peuvent avoir une solution technologique qui marche et qui marche très bien, mais il y a deux volets qu'on voit souvent absents. L'un des volets, c'est la partie commerciale, parce qu'il faut vendre, convaincre, expliquer, faire une démo. Et la seconde partie, c'est qu'une fois qu'on a fait la vente, il faut du customer service pour accompagner les structures dans l'utilisation des produits. Et plus la structure est petite, plus le besoin d'accompagnement peut être élevé. Pourquoi? Parce que la PME startup a moins de monde spécialisé, moins de temps. Donc, cette solution-là, il faut vraiment la prendre par la main pour qu'elle puisse l'utiliser. Les personnes sont multitask dans ces startups. Donc, moi, et là, je parle d'expérience parce que j'ai
et a développé deux solutions et eu à accompagner des startups en coaching, mentorat, et voire même investir dans des boîtes. Ce qu'on voit, c'est que ces deux volets-là d'accompagnement, customer success et de sales, s'ils ne sont pas là, le produit peut être un très bon produit, mais il ne marchera pas parce qu'il n'y aura pas d'adoption. Il y aura pas de vente, et une fois qu'il y a la vente, il n'y a pas d'adoption. Ces deux-là sont déjà les premiers freins avant de rentrer chez le client. Une fois qu'on est rentré chez le client, vient la partie équipe de développement qui sait prendre en compte les tickets et les demandes des utilisateurs et les faire évoluer. J'en parle aisément parce que j'ai perdu une dizaine de clients sur un premier produit que j'avais, tout simplement lié à ça. Parce que des clients faisaient des demandes. On a une équipe de développement qui s'amuse à développer de nouvelles choses, mais qui n'a aucun intérêt, aucun incentive, aucune motivation à traiter les demandes clients. Et même les demandes clients qui arrivent, elles ne sont pas répertoriées correctement. Donc, on n'a pas une gestion de tickets qui fait que le client est satisfait pour rester. Donc, j'ai commencé par les freins liés aux SAE qui veulent faire elles-mêmes. Ensuite, j'ai adressé les freins liés aux startups qui n'ont probablement pas le niveau d'organisation et de maturité, quand bien même elles auraient des solutions, des produits qui peuvent être bonnes. Et le dernier point que je vais citer comme frein, c'est l'environnement. On mettait tout à l'heure en avant le côté argent, le côté sous. Euh, pour faire cela, la startup a besoin d'argent. La startup qui n'est pas financée ne peut pas aller recruter ses équipes de sales, ses équipes de customer support, ses équipes qui vont faire maintenance et évolution des bugs des clients. OK? Et donc, on en revient au problème d'argent qui bloque tout ça. Et c'est là où j'appelle du coup aux partenaires au développement et à l'État pour faciliter cela. C'est-à-dire que pour que les SA puissent prendre des solutions et que ces solutions soient adoptées par les startups, il faut combler ce gap-là financier. OK? Le gap financier qui permet aux startups de pouvoir avoir toutes les ressources nécessaires pour adresser les clients correctement. Et pour la SAE qui veut faire ça, en faire un métier à part, créer une boîte à part. Et là, on déconseille vraiment le fait de vouloir faire les deux en même temps. Je vais m'arrêter là. Je pourrais en parler très longuement parce que j'ai moi-même galéré pendant 2 ans ou 3 avec les produits qui ont plus ou moins marché. Euh, Est-ce que les solutions FinTech répondent réellement aux réalités? Oui, oui. Et par FinTech, j'entends deux choses, paiement et gestion. Paiement, clairement, le débat ne se pose pas, les solutions FinTech sont utilisées. OK, de mobile money pour payer, paiement classique, paiement en masse. OK? Et quoique, pour l'utiliser de manière professionnelle, la startup ou la PME doit aller faire une demande spécifique auprès de fournisseurs. Cette demande-là prend du temps. Elle demande de leur fournir certains éléments, certains documents pour avoir un compte qui est paramétré. Donc, souvent au Sénégal, je rigole parce qu'on a très peu de PME startups qui ont des comptes professionnels sur Wave ou sur Orange Money. Et pourtant, ça leur simplifierait énormément la vie en termes de gestion. Mais elles ne le font pas. Un, parce qu'elles ne savent pas. Deux, parce que ça demande un effort considérable pour le faire. Je le sais parce que pour une des startups que j'accompagne, on vient de le faire. Donc, les solutions existent sur la partie paiement. Les solutions existent aussi sur la partie gestion. Et gestion, je mets gestion des dépenses, facturation, trésorerie, même RH, je mets ça dedans, la partie recrutement, faciliter les processus de recrutement. Et là-dessus, il y a des solutions avec des niveaux de maturité probablement indiscutables, mais les solutions existent. Par contre, l'adoption est faible. Le niveau de maturité des boîtes, pas en termes de solutions technologiques, en termes d'organisation de boîtes est faible. Je me rends compte que je parle beaucoup. On va passer à la slide suivante. Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, crée les décalages entre l'offre FinTech et les besoins terrain? En résumé très rapidement, hein, les startups pas suffisamment organisées, pas le niveau de maturité qu'il faut, pas les moyens. Quand je parle de moyens, c'est moyens financiers. Et pour les SAE, le décalage vient d'une perception qui, pour moi, est faussée
de ce que c'est que de créer et d'offrir une solution technologique. Le fait d'anticiper et de comprendre les freins dont on vient de parler, qui sont les freins à l'adoption pour les PME startups, les freins que rencontrent les startups qui viennent elles-mêmes proposer des solutions et les moyens humains et financiers pour accompagner tout ça. Donc pour moi, oui, c'est ces points-là qui créent le décollage. Et je pense que c'était la dernière slide. Merci. C'est ça c'était excellent. Merci, mon mère. Merci pour les observations honnêtes pour les obstacles entre ces collaborations-là. Qu'est-ce qu'offrent les fintech, qu'est-ce qu'offrent les SAE? Je permets s'il y a un ou deux questions de l'audience, et après on doit aller dans notre groupe de discussion. Donc, et juste pour Cyrano, si vous nous entendez, il y a des questions pour vous dans le chat, si vous pouvez les répondre. Mais de l'audience, est-ce que vous avez des réponses pour Momar? Oh, des questions pour Momar? Momar aura les réponses. Bien sûr. Alors, j'aurais une question. Oui? Bonjour à tous, c'est Amina Diagne. Je suis un peu dans le cas que Momar a décrit tout à l'heure, un peu SAE qui fait en même temps une solution de fintech. Effectivement, le modèle économique, il est relativement complexe parce que pour développer la solution, on se retrouve à devoir adopter un rôle d'éducation des clients finalement, alors que ce n'est pas notre travail, c'est effectivement un travail qui revient plus à l'État ou vraiment le volet structure d'accompagnement qui obtient un financement, ce qui n'est pas toujours le cas. Maintenant, dans mon cas, ce que j'ai cherché à mettre en place, c'est justement quand une structure qui a un programme d'accélération vient vers moi pour accompagner des entrepreneurs, de leur faire, eux, prendre en charge le logiciel pour les entrepreneurs qui sont accompagnés. Maintenant, il n'empêche que l'adoption reste problématique. Tant que ces startups sont dans le programme d'accompagnement et savent que les données qu'elles produisent, les livrables, vont conditionner derrière de l'argent à recevoir, la motivation, elle reste. Et donc, la question, c'est de savoir, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui va réellement être un incentive suffisamment fort pour que des startups qui, en général, n'ont pas cette discipline en termes de gestion soient motivées à le faire? Est-ce que c'est peut-être aller vers des partenaires financiers? Ce que j'ai cherché à faire, mais je trouve que pour le moment, le process, il est complexe et il est long. L'idée, c'était d'avoir un accord tripartite entre, par exemple, Unacois et Ecobank pour dire les entreprises qui réussissent à avoir des données potentiellement ont un score qui leur permet d'accéder plus facilement au crédit. Je ne sais pas si tu as déjà, toi, dans ton expérience, soit testé des partenariats similaires ou vu des modèles similaires. OK. Première question que j'ai entendue, c'est comment motiver les startups à utiliser ce produit-là. Moi, je ne crois pas en l'incentive, c'est très personnel, hein. Je ne crois pas en l'incentive du programme d'accompagnement. Pour moi, c'est self-motivation. Un entrepreneur qui comprend qu'il a besoin de ses chiffres pour piloter sa boîte, qu'il a besoin d'une solution pour aller faire son recouvrement, pour gérer ses dépenses et les suivre, avec ou sans l'accompagnement, va continuer. Peut-être qu'elle n'a pas les moyens au début et qu'il faut donner un coup de main, un coup de boost au début pour démarrer, mais après le programme, elle va continuer. Euh, et j'en parle encore une fois aisément parce que j'ai une solution comme ça et je l'ai expérimenté avec des bailleurs qui ont accompagné des personnes. Et on le voit tout de suite, ceux qui étaient engagés au début, qui avaient déjà une solution Excel ou papier, mais qui, quand on arrive à un niveau de suivi qui est important et qui ont un réel business, il faut avoir un business à faire tourner pour cela, ben, ceux-là, ben, après le bailleur, ben, il continue à payer, il continue dans l'utilisation, ils utilisent réellement. Les autres, une fois que le programme est terminé, le bailleur est terminé, et même avant, ils s'en foutent, quoi. Ils ne font pas Ouais. grand-chose de la solution. Donc, le côté solution de motivation,
Pour moi, sélection naturelle. On propose la solution à tout le monde. Il y en a qui vont rester, il y en a qui ne resteront pas. Il y en a dont les boîtes vont se fermer, et puis c'est normal. Euh, Sur l'autre volet de programme, la incentive n'est plus incentive dans le programme, mais incentive, comment dire, du partenaire, qui soit bancaire, telco, NCO. C'est pareil, c'est une continuité. Celui qui a réellement besoin d'un financement et celui que la banque va considérer pour lui donner de l'argent, c'est vraiment quelqu'un qui a un business qui tourne et qui pilote son activité. Donc, pour moi, ça marcherait. Je n'ai pas d'exemple concret, mais pour moi, ça marcherait le fait d'avoir un programme avec un partenaire comme ça qui donne, qui conditionne, pardon, qui conditionne l'octroi de financement à de la donnée. Pour moi, ça marche. Parce que l'outil en soi, in fine, devient un facilitateur. Ce n'est même pas une condition pour. Vous entendez? Changer d'écouteur. Oui, absolument. Oui, Ouais, voilà. Donc, l'outil n'est même pas une condition pour accéder à du financement, c'est un facilitateur pour accéder à du financement. Et l'entrepreneur, il exactement. n'a même pas besoin qu'on lui dise c'est une condition. Parce que l'outil, en réalité, si c'est un bon outil, il va lui faciliter la vie dans sa gestion et générer la donnée qu'on Oui, lui demande, quoi qu'il en soit, pour accéder à du crédit. Sauf que là, on lui met entre les mains un outil qui simplifie cette création, production de données pour accéder à un crédit. Donc oui, pour moi, c'est une solution qui marche. En 2018 déjà, dans les prémices du produit que j'ai développé au Maroc, on nous demandait, alors qu'on était juste à l'étape d'idée, de venir proposer cette solution et la banque était prête à financer pour ses clients. Et pour moi, le gap, il est toujours au même endroit. La SA ou la startup qui crée le produit a besoin de moyens financiers pour créer une expérience, une très bonne expérience qui fasse que les clients sont onboardés, utilisent, adoptent, leurs problèmes sont réglés et donc la boucle, à un moment, la spirale, elle prend, la mayonnaise prend. Donc oui, j'y crois, parce que depuis 5, 6 ans, 7 ans, on entend toujours des banques demander cela, mais elles ne vont pas, c'est pas leur métier, elles ne vont pas financer la startup. Elles vont probablement l'inclure dans un bundle ou bien financer ça pour la PME startup, mais ça ne règle toujours pas le problème. La startup elle-même a besoin d'argent pour faire le onboarding, pour faire le sales, pour faire le support. Et la banque ne va pas déverser de l'argent d'un coup. Elle va peut-être payer une petite portion ou payer une cohorte, mais cet argent-là ne permet pas de faire ce job-là. Ce job-là, il vient d'argent massif, d'une organisation au sein de la structure pour pouvoir faire la transformation. Ouf, je ne sais pas si, Emma, vous voulez présenter quelques mots de votre discussion dans votre groupe. De notre part, il y avait des discussions super riches sur les expériences d'engager avec les solutions FinTech, qui sont les parties prenantes dans l'écosystème, c'est quoi les rôles différents de chaque partie pour ces collaborations-là, les raisons pour lesquelles des SAE décident d'avoir des solutions internes et au lieu de faire des contrats externes avec. Donc, je ne sais pas si vous voulez partager peut-être 1 minute, 30 secondes. Merci beaucoup, Leva. Dans notre groupe, on a eu des discussions vraiment très enrichissantes, de telle sorte que le temps imparti ne nous a même pas suffi. Mais néanmoins, il y a quelques aspects très importants que l'on peut déjà noter. Par exemple, il y a la question de l'éducation financière Mhm, des entreprises qui est une question vraiment très cruciale parce mhm. que il se fait que, comme l'ont déjà dit euh, euh, Omar et Cyrano, il y a la question de l'éducation financière qui bloque l'évolution de l'accompagnement avec les startups parce que la motivation, elle n'est pas là et quand les sous aussi sont mis à disposition, comment la gérer efficacement, ça ne va pas.
Également, nous avons eu aussi la question de rendre, disons, les solutions FinTech, disons, plus spécifiques aux problématiques des entreprises. C'est-à-dire, par exemple, nous avons le cas de Impact Makers au Togo qui a su avoir des solutions à l'interne pour pouvoir mieux accompagner les entreprises avec des solutions fintech, disons, plus spécifiques aux différents problèmes des entreprises accompagnées. Donc, de façon résumée, voilà quelques points intéressants qui sont sortis des discussions dans notre groupe. Merci beaucoup. Merci, Emma. Ça, c'est super similaire à les conversations qu'on a eues aussi dans notre groupe. Donc, excellent. Juste pour très rapidement, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avons eu une conversation très riche et j'espère stimulante pour vous. Un grand merci à nos intervenantes pour leur contribution très concrète et ancrée dans la pratique. Et merci également à vous, les participantes et participants, pour vos questions, vos retours d'expérience et l'énergie que vous avez apportée à cette session. Cet échange s'inscrit, comme on a mentionné, dans une série plus large d'échanges visant à renforcer les écosystèmes entrepreneuriaux au Bénin, au Sénégal, Togo, Kenya et en Afrique du Sud. Et nous espérons que les échanges d'aujourd'hui vous auront donné des idées, des pistes de collaboration et peut-être même des connexions à approfondir dans vos propres contextes. On sera en contact. Je vais mettre encore le lien où vous pouvez trouver l'enregistrement dans quelques semaines. Et j'espère de vous voir dans les prochains webinaires. Merci beaucoup. Passez une bonne semaine. Bye bye.